Je m'appelle Richard Marlet, je suis commissaire divisionnaire honoraire. J'ai été chef du service régional d'identité judiciaire de Paris de 1995 à 2005, c'est-à-dire des attentats parisiens jusqu'au tsunami. Et mon dernier poste au sein de la direction de la police judiciaire, c'était chef du service régional de documentation criminelle. À travers ces deux postes, l'idée fondamentale qui m'a guidé, c'est la notion d'identité. Et sur cette notion d'identité, je considère qu'Alphonse Bertillon est un véritable précurseur, visionnaire, c'est-à-dire qu'il va aller de l'identité, rassembler tous les éléments, les caractéristiques qui permettent de distinguer un individu d'un autre, et va aller de cette idée d'identité jusqu'à l'individualisation, c'est-à-dire utiliser ces caractéristiques pour identifier une trace trouvée sur une scène de crime à un individu, et un individu à un seul individu. Là où je dis que Bertillon a été particulièrement visionnaire, c'est-à-dire qu'il fait faire un bond considérable avec l'anthropométrie judiciaire, mais ces idées d'individualisation sont reprises après par des criminalistes américains, Paul Leland Kirk, Inman et Brodin, qui vont travailler sur cette idée d'individualisation. Après, quand on a été 10 ans chef de l'identité judiciaire et qu'on s'occupe de documentation criminelle, on est surpris par la non-maîtrise des points essentiels, par exemple sur la définition d'un signalement. Donc, quand on a lu Bertillon, son portrait parlé, son signalement descriptif, on sait très bien qu'un signalement ne se réduit pas à un individu de taille moyenne, de corpulence normale, avec les cheveux foncés. On doit être beaucoup plus précis que ça. Et quand on s'intéresse un tout petit peu à la documentation criminelle, c'est l'exploitation des grands fichiers de police pour les policiers et pour les gendarmes. Et le potentiel des fichiers de police, c'est leur capacité à faire des rapprochements et à établir, par exemple, et ça c'est le minimum, d'établir avec précision les antécédents judiciaires des individus. Ne pas s'attacher justement à ces caractéristiques qui permettent de dire que ce fait a été commis par cet individu et lorsque cet individu change de nom, on est capable de revoir et de mettre à jour ses antécédents judiciaires. Dès lors qu'un fichier d'antécédents n'est pas capable de remplir ce minimum, on doit se poser des questions. Dès lors qu'on s'intéresse à l'exploitation de la photographie et qu'on voit son évolution depuis les standards établis par Bertillon, la face et le profil, Alphonse Bertillon standardise, grâce à un protocole extrêmement précis, qu'il définit lui-même et applique, la forme et le contenu des clichés photographiques produits et utilisés par l'institution policière. Le portrait face-profil. Et notamment le profil qui comporte ce caractère extrêmement individualisant qu'est l'oreille, dès lors qu'en fait tous ces critères volent en éclats, on sait très bien qu'on va se priver, à terme, d'outils comme des outils de reconnaissance faciale, parce qu'en fait, on enverra en comparaison des images qui sont issues de la vidéoprotection, des traces en fait, qui a priori ne sont pas de bonne qualité, on les enverra en comparaison sur des banques photographiques qui, elles aussi, sont de médiocre qualité. Donc, cette obsession de la précision que j'acquiers dès l'identité judiciaire, je vais la continuer au sein du service régional de documentation criminelle. Alphonse Bertillon élabore et utilise dans le cadre des services d'identification qu'il dirige, à la préfecture de police de Paris, une chaise spécifique en vue de faciliter la production des clichés face-profil normalisés.
Ainsi que le précise Bertillon lui-même, la chaise où l'on fait asseoir les détenus pour les photographier a été construite d'après des indications spéciales. Le siège et le dossier, entièrement en bois, sans crin ni ressort, sont recouverts d'une rude étoffe, de façon à écarter toute cause d'affaissement du modèle pendant la pose. Là, je suis assis sur la chaise mise au point par Alphonse Bertillon qui permet la prise de vue de la photographie anthropométrique de face et de profil dans des conditions de qualité extraordinaires, c'est-à-dire des conditions d'éclairage qui sont constantes, une distance entre la focale de l'objectif et la chaise constante, et puis cette chaise qui est extrêmement inconfortable vous oblige à vous tenir droit, et en actionnant une petite manivelle, après avoir réalisé la photographie de face, vous pouvez réaliser la photographie de profil qui met en évidence ce qui nous individualise, l'oreille. Parce qu'en fait, on utilise régulièrement, et encore plus nos voisins suisses, belges, allemands, et des voisins un peu plus éloignés, les états-uniens, on utilise, notamment pour lutter contre les vols avec effraction, les traces que laissent nos oreilles. La première préoccupation d'un cambrioleur, c'est de s'assurer qu'en fait, il n'y a personne dans l'appartement ou dans le pavillon, et en fait, il colle son oreille contre la cloison, et une trace d'oreille, ça se révèle à peu près comme une trace digitale. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est la détermination de quelque chose qui est individualisant, donc on le voit chez Bertillon. Il définit très très bien toutes ces zones de l'oreille, tragus, on dit tragus, hélix, lobe, lobule, etc., etc., etc. Et en fait, Bertillon va utiliser ces caractères individualisants pour identifier un individu à un autre, mais la deuxième étape va être l'utilisation de ces caractères individualisants appliqués aux traces, en fait. Et on va retrouver à peu près la même chose dans toute la criminalistique. Les caractères individualisants appliqués aux traces par Alphonse Bertillon au fondement de la criminalistique qui repose sur la comparaison entre traces et empreintes. L'exemple du bertillonnage des projectiles, Le Miroir du Monde, 9 avril 1932. L'idée, la base de la criminalistique, c'est la comparaison. La comparaison entre une trace et puis une empreinte. Donc une trace digitale sur une empreinte digitale, une trace balistique sur une empreinte balistique, une trace d'outil sur une empreinte d'outil, etc., etc. Une trace génétique sur une empreinte génétique. En fait, l'idée, c'est l'accumulation. Et c'est probablement l'avenir de ce qu'on appelle les sciences forensiques, c'est à l'accumulation de toutes ces bases de données et d'empreintes pour essayer de faire des liens à partir des traces. L'accumulation de bases de données, de traces et d'empreintes, un processus notamment initié par Alphonse Bertillon en ce qui concerne les outils utilisés par certains délinquants pour commettre des effractions. Le premier souci, c'est de l'identifier et de l'individualiser. La deuxième utilisation, c'est récolter des traces qui sont pertinentes, celles qui ont un réel lien entre l'auteur et la scène d'infraction, récolter des traces pertinentes et faire des liens d'affaire à affaire. Alors Bertillon et les empreintes digitales, Bertillon n'est pas au départ convaincu, malgré l'insistance des grands criminalistes de l'époque, Alexandre Lacassagne, Locard. Alphonse Bertillon pense que, au mieux, c'est un élément supplémentaire à sa fiche de mensuration anthropométrique. Mais je pense que Bertillon a compris assez rapidement le pouvoir individualisant des empreintes digitales. C'est pourquoi, au début du XXe siècle, Bertillon institue au sein du service de l'identité judiciaire qu'il dirige une section spéciale de signalisation, entièrement dédiée à l'analyse des traces papillaires, et il réalise aussi quelques publications portant sur cette question. Quelques années plus tôt,
les empreintes digitales d'Alphonse Bertillon lui-même apposées sur une de ses fiches policières d'identification de la préfecture de police de Paris. Une empreinte digitale, c'est entre 100 et 150 points caractéristiques qui sont individualisants. Donc je pense que Bertillon le voit assez vite, mais il sait aussi que passer d'un système de classement dactyloscopique, c'est mettre à mort très rapidement, enfin en quelques années, son système de classement anthropométrique, et c'est mettre à mort 3 millions de fiches. Jusqu'à sa mort en 1914, Bertillon décide de conserver un mode d'agencement, essentiellement anthropométrique, des immenses fichiers qu'il a constitués depuis le début des années 1880 au sein de la préfecture de police de Paris. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, l'histoire lui joue un mauvais tour. C'est Bertillon qui identifie en 1902 pour la première fois des traces digitales. Alors non pas, c'est pas la première identification de traces digitales, mais les précédentes avaient été faites par comparaison. On avait pris les empreintes digitales de suspects et on avait comparé les traces digitales trouvées sur la scène de crime à ces empreintes de comparaison. Là où Bertillon fait une première, c'est qu'il découvre 4 traces digitales et il va les rechercher dans un fichier qui, depuis quelques années, comprend les empreintes digitales de la main droite. Bertillon a eu de la chance. Enfin, si Henri-Léon Schaeffer avait été gaucher, il n'identifiait pas Henri-Léon Schaeffer. Sur les différentes branches de la criminalistique, qu'il s'agisse de balistique, de génétique, d'empreintes digitales, d'écriture manuscrite, en fait, on doit distinguer deux choses, c'est-à-dire des branches où on a ce qu'on appelle des standards numériques, c'est-à-dire des standards mathématiques et statistiques qui permettent d'assurer, c'est de la statistique, mais d'assurer qu'en fait, cette trace correspond bien à cet individu et à lui seul. Sur les empreintes digitales, on est dans un standard où on a, si on met en évidence 12 points caractéristiques entre une trace digitale et une empreinte digitale et aucun point de divergence, on pourra dire avec une certitude statistique et mathématique que cette trace correspond bien à cette empreinte. Alphonse Bertillon publie dans la revue scientifique le 18 décembre 1897 et le 1er janvier 1898 un article en 2 parties qui sera ensuite publié au cours de l'année 1898 sous la forme d'un ouvrage intitulé « La comparaison des écritures et l'identification graphique ». Avec les écritures manuscrites, en fait, on n'a pas de standard numérique et on est plutôt dans une expertise qualitative. Donc on est dans la reconnaissance de l'expert. Donc c'est une des oppositions, par exemple, avec ce qui se passe aux États-Unis, où je pense à l'arrêt Daubert ou à l'arrêt Frye, où avant qu'un expert dépose, on va s'assurer qu'il a une réelle expertise, qu'il a publié, que la méthode qu'il utilise est reconnue par la communauté scientifique, et ce n'est qu'à partir de ce moment que tous ces critères auront été remplis qu'on va accepter le type de preuve qu'il présente à la Cour. Donc là, on est dans quelque chose qui relève de l'assurance. En France, on s'appuie beaucoup sur ces standards numériques de la statistique. J'ai 12 points de caractéristiques entre une trace digitale et une empreinte digitale, ou bien à partir de 17 marqueurs sur une empreinte génétique, je peux dire qu'en fait j'ai une chance sur 60 millions ou 1 milliard d'individus de retrouver la même empreinte génétique. Avec les écritures manuscrites, et encore sur la comparaison des traces de souliers, et en balistique, on essaye de sortir de ces évaluations subjectives, qualitatives, en utilisant par exemple un certain nombre de microstries qui se répètent. Donc on sent bien que pour que la preuve matérielle, pour arriver à convaincre, doit s'appuyer soit sur une reconnaissance scientifique par la communauté scientifique, soit au contraire sur des critères mathématiques et statistiques. Ce que j'ai dit pour les États-Unis est vrai aussi pour l'Angleterre.
le statut de l'expert est une vraie problématique. En France, les experts peuvent être inscrits sur des listes de cours d'appel, la liste de la Cour de cassation, mais au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'est plutôt le statut de l'expert, sa renommée, qui va faire qu'en fait son expertise sera parole d'évangile. Bertillon avait bien fait quelques publications sur l'expertise manuscrite, mais il me semble que si on est allé chercher Alphonse Bertillon, comme expert notamment dans l'affaire Dreyfus, c'est surtout en raison de la renommée d'Alphonse Bertillon. Bertillon est à cette époque-là aussi célèbre que Pasteur, et en fait le poids de la renommée d'Alphonse Bertillon va peser dans l'affaire Dreyfus certainement plus que la qualité de l'expertise du bordereau par Alphonse Bertillon. Durant l'affaire Dreyfus, on fait appel à Alphonse Bertillon en tant qu'expert pour analyser le fameux bordereau. Bertillon produit alors en 1894 et 1899 une expertise erronée, incompréhensible, et il devient notamment une des cibles privilégiées des Dreyfusards. L'absolue précision des données collectées lors de l'établissement des fiches d'Alphonse Bertillon, qu'il s'agisse de l'exactitude des mensurations, de la qualité des photographies face-profil, des éléments recueillis sur le signalement descriptif, tout ça a plus ou moins volé en éclats, au profit d'une foi un peu trop grande sur les capacités des systèmes informatiques. C'est-à-dire que j'ai bien l'impression que l'augmentation des mémoires informatiques est venue compenser l'exactitude des données. Lorsque, dans mon dernier exercice professionnel, je voyais le recueil des signalements pris à l'occasion de la mise en cause d'un certain nombre d'individus, les signalements ressemblent actuellement à ceux qu'on récoltait avant Bertillon. Les mises en cause redeviennent de taille moyenne, de corpulence normale avec les cheveux foncés. La précision de la photographie n'est plus ce qu'elle était. Voilà, donc je pense en plus que la démocratisation des actes de signalisation, par exemple, du temps de Bertillon, la signalisation était réalisée par quelques personnes au sein du service de Bertillon. Actuellement, tous les services de police ou de gendarmerie pratiquent la signalisation. Et pour un certain nombre de gens qui pratiquent les actes de signalisation, sans bien comprendre l'utilité de ces actes de signalisation. Alors, il y a des choses qui sont tellement évidentes. Relever des empreintes digitales, on sait exactement pourquoi faire. C'est-à-dire que si on relève des empreintes digitales, c'est dans le but d'identifier des traces digitales sur une scène d'infraction. Lorsqu'on fait un prélèvement salivaire à l'aide d'un kit FTA, on sait très bien que c'est pour en tirer une empreinte génétique, donc pour identifier des traces biologiques qu'on trouverait sur une scène de crime. Les gens qui relèvent un signalement ou des gens qui s'intéressent au mode opératoire n'ont pas vraiment la même conscience de l'utilité de ce qu'ils font, c'est-à-dire que ils ne maîtrisent pas le fait qu'on peut faire des liens à partir des signalements ou des liens à partir des modes opératoires. Insister beaucoup sur le mode opératoire, ce que Bertillon appelait la carte de visite du malfaiteur, peut donner des informations.
Un cambrioleur qui passe par la porte va toujours passer par la porte, il va toujours mettre son pied de biche à peu près au même endroit, poser son oreille à peu près au même endroit. Des cambrioleurs qui passent par les fenêtres en faisant un trou avec une chignole pour passer un fil de fer signent leur acte, en fait. Aussi sûrement qu'ils apposent une trace digitale ou une trace biologique. Donc le challenge serait maintenant d'arriver à éviter ce que j'appelais des balkanisations des processus, c'est-à-dire qu'A ne sait pas ce que fait B, qui ne sait pas ce que fait C, et les trois ne savent pas pourquoi ils le font. Donc tous ces éléments qui rentrent en jeu lors de l'établissement d'une procédure, aussi bien les actes de signalisation que les auditions, enfin, je veux dire, une procédure est riche de milliers d'informations, des signalements, des numéros de téléphone, des plaques d'immatriculation. Donc on a une foultitude de sources d'informations à identifier. Bertillon avait mis au point son brevet de police technique. Et les gens qui voulaient aller dans l'équivalent de la brigade criminelle, c'est-à-dire la brigade spéciale, en fait, devaient être tous titulaires de ce brevet de police technique. Alors les gens savent un certain nombre de choses sur le b.a.-ba, ce que j'appellerais le b.a.-ba de la police technique et scientifique, les empreintes digitales, les empreintes génétiques, mais si on leur posait des questions sur les points caractéristiques, l'individualisation, la différence entre l'identification et l'individualisation, ou les potentiels informatifs de toutes les traces, je pense qu'on ferait un bilan plutôt mitigé. Assez régulièrement, puisque j'ai eu l'occasion d'être confronté comme chef de l'identité judiciaire à des dysfonctionnements en termes d'enquête. Je pense à l'affaire Paulin. Il n'y a pas de fichier d'empreinte digitale. On n'identifie pas Paulin. On a 17 vieilles dames qui sont assassinées. Après, j'ai croisé l'affaire Guy Georges. Il n'y a pas de fichier d'empreinte génétique et on a 2 victimes de trop. Donc j'imagine ce qu'aurait pu faire Bertillon avec ces formidables outils que sont les fichiers. Et c'est tout le paradoxe. C'est des outils formidables qui permettent des identifications en très grand nombre de traces digitales, de traces biologiques, et en même temps la perte souvent de bon sens ou de connaissances de base. Et il y a un grand criminaliste américain qui s'appelle Stuart King qui disait qu'en fait l'hyperspécialisation des laboratoires avait nui à la vision globale des informations que recèle une scène de crime. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement pointus, compartimentés, mais ont quelque part oublié les notions générales du sens des scènes de crime. Il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect sociologique de la preuve matérielle. C'est-à-dire qu'on s'est félicité d'avoir tué la reine des preuves qui étaient les aveux. Donc, et je pense qu'on est rentré dans une philosophie de la matière ne ment pas, elle ne donne pas de faux témoignages, et on a pratiquement basculé d'un univers dans un autre. Aux États-Unis, il n'y a pas de bon procès pénal s'il n'y a pas de génétique. Et on oublie trop souvent en fait les autres types de traces, les traces de souliers, les traces d'outils, les traces d'oreilles. L'identification par les traces digitales, ça fait presque 19e siècle par rapport à la puissance de la génétique. Et on oublie qu'en fait, l'exploitation des traces, quelles qu'elles soient, démontre qu'en fait, peut-être au mieux, un individu s'est trouvé dans un endroit précis, mais jusqu'à présent, on n'a toujours pas réussi à dater une trace digitale ou une trace biologique. Donc en fait, c'est simplement la mise en musique
de toutes ces traces qu'on doit collecter, qui permet de répondre aux questions que se posent les enquêteurs, qui, où, quoi, comment, sans jamais pouvoir répondre à pourquoi. Dans tout homme, il y a un criminel qui sommeille. La mensuration universelle du genre humain s'imposera tôt ou tard. Mon frère veut qu'on fasse beaucoup d'enfants ? D'accord, mais alors qu'on les mensure. Là, les lignes bougent énormément quand même. C'est sûr qu'il y a un vrai problème de fond. C'est l'endroit où tu mets le curseur entre liberté et sécurité. Donc, mais c'est de l'ordre de la philosophie politique en fait. Un des paradigmes comme ça de la CNIL, c'était la non-connexion entre les bases de données. Bon, la CNIL est moins arc-boutée sur ces idées-là. Quand on évoque le mot reconnaissance faciale auprès de la CNIL n'est pas spontanément favorable, mais la CNIL est capable de t'écouter, c'est-à-dire que dès lors que tu vas proposer des garde-fous, en disant que tu ne veux pas de Big Brother, que tu ne souhaites pas ficher les gens à la naissance, enfin, que tu ne souhaites pas avoir une utilisation systématique des banques de données externes à la police, banques de données civiles en fait, carte d'identité, passeport, etc., etc. Je pense que la CNIL est tout à fait capable de t'écouter, mais tout ça est extrêmement lié au temps, c'est-à-dire que après le Bataclan, les gens commençaient à se poser légitimement la question de l'utilisation de bases civiles pour identifier des terroristes. Quand tu prends les attentats de Bruxelles, on a vu il y avait 3 auteurs, 2 qui se font sauter dans l'aéroport de Bruxelles et un qui s'échappe, et qu'on avait surnommé l'homme au chapeau. Donc on le voit, il est pris dans plusieurs caméras, on le voit progresser dans Bruxelles et puis dans la banlieue de Bruxelles. Et en fait, l'homme au chapeau va être identifié par le FBI à partir d'un outil français, développé par Safran Morpho. Voilà, mais les Américains ne se posent pas de questions, c'est-à-dire qu'ils sont allés attaquer toutes les banques photographiques. Carte d'identité, permis de conduire, bibliothèque, etc. Et ils l'ont identifié. Là, on est vraiment dans un... Est-ce que dans des circonstances particulières, moi je pense que oui, parce que l'outil existe, on permettrait, je ne sais pas, à la DNAT d'utiliser ponctuellement pour identifier un terroriste des banques de données civiles. Oui, probablement oui. Après la fin de l'état d'urgence, est-ce qu'on reviendrait sur oui, mais on a un outil, on ne l'utilise plus? Compliqué, c'est très très compliqué. Très très compliqué.